Bonjour à tous. J'ai déjà salué tout le monde, voilà. Donc, il s'agit de faire un point actualisé donc des travaux du groupe de travail Parcours de soins. Alors, je rappelle que c'est un groupe de travail qui a été mis en place il y a quelques années. Et donc, il y a eu, dans les travaux, une évolution un peu chronologique. Et en fait, nous avions commencé il y a quelques années par réaliser un certain nombre d'enquêtes auprès des différents centres de... D'abord, on a identifié des priorités, des thématiques prioritaires pour cette thématique du parcours de soins. Et parmi donc les thématiques retenues, c'est vrai que ce qui a dominé les travaux de notre groupe, c'est l'accueil aux urgences et la prise en charge de la douleur, donc concernant les patients drépanocytaires. Alors, ces travaux ont d'abord commencé par la réalisation d'enquêtes auprès, d'une part, des professionnels de santé des services des urgences, et d'autre part, au niveau donc, des patients, d'abord les parents d'enfants de moins de 6 ans, mais également donc les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Donc on les a interviewés, vous les avez interviewés, et puis donc vous avez fait remonter à la filière les différents enquêtes que vous avez pu réaliser. Et donc nous avons présenté il y a donc quelques années les résultats de ces enquêtes. Alors tout d'abord, les professionnels de santé quand même ont exprimé des urgences, ont exprimé un certain désarroi vis-à-vis de la prise en charge de la douleur de la drépanocytose, soit ils se sentaient en échec alors qu'ils avaient mis en application les protocoles disponibles, soit ils ne connaissaient pas ces protocoles ou encore qu'ils ne connaissaient pas la maladie et se sentaient donc en incapacité de pouvoir gérer ces situations aiguës. Du côté des patients, les parents et les enfants, on peut le dire, étaient plutôt satisfaits de la prise en charge de leurs événements aigus et donc de leurs douleurs au niveau des urgences pédiatriques, qui, nous le savons tous, au niveau des urgences pédiatriques, le personnel est largement entourant, est largement, n'est-ce pas, monsieur et madame les pédiatres, le terme maternant, on peut pas peut dire ça, hein, vis-à-vis des patients qui fréquentent les urgences. Donc, par contre, concernant les patients adultes, donc c'est la quatrième groupe que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'était vraiment un sentiment d'incompréhension totale, de non prise en charge adaptée de leur douleur et surtout de non reconnaissance de la douleur qu'ils pouvaient exprimer auprès des services, des personnels, des SAMU. Donc nous avons commencé donc à réfléchir à comment apporter des solutions pérennes à l'échelle de la filière pour ces situations quand même difficilement vécues par les uns et les autres. Alors il y a toute une série de thématiques qui ont été abordées, en particulier rencontrer les personnels, enfin en particulier les praticiens des urgences à travers leur société savante, en s'aidant, par exemple, des beaux services des urgences comme celui de Montor, qui s'est déplacé, professeur Théla s'est déplacé avec notre ami Carlos, dans un certain nombre de services d'urgence du territoire pour apporter dans son expertise et tenter donc d'apporter des réponses, un certain nombre de réponses au personnel des urgences. Il y a également eu des travaux avec le SAMU, comment aider le SAMU à identifier les situations à risque, les situations qu'il fallait prendre en compte, qu'il ne fallait pas ignorer à travers l'élaboration d'une fiche d'urgence qui a été diffusée donc par la filière en direction donc des SAMU. Et donc il y aura probablement d'autres actions, mais je pense que le tableau on en a discuté un peu au niveau des SAMU. Et puis donc le groupe a continué en se disant donc de manière très concrète qu'est-ce qu'on peut faire du côté patient
ou du côté professionnel de santé. Donc, dans les groupes de travail, les sous-groupes de travail de ce groupe parcours de soins, nous avons créé 5 sous-groupes et les 2 premiers, l'un était amélioration de la prise en charge de la douleur du point de vue du patient, donc avec une intervention des patients, et de l'autre, un sous-groupe qui était plutôt dédié aux professionnels de santé. Et finalement, nos travaux ont abouti au fait que ces 2 sous-groupes ont fusionné, puisqu'il s'agissait finalement, à travers donc ces actions, d'apporter aux professionnels de santé le véritable vécu des patients drépanocytaires par leur propre expression et en même temps profiter par ces mêmes actions à les former, à les sensibiliser à la prise en charge donc de la douleur du patient drépanocytaire. Et on espère obtenir à partir de ça des résultats d'amélioration au niveau de l'accueil et donc de la prise en charge. Voilà, donc c'est ce que vous voyez ici. Donc les 2 premiers sous-groupes dont je viens de vous parler. Donc il y avait un 3e sous-groupe qui concernait donc l'accès aux données médicales des patients par les professionnels de santé. C'est une demande très forte des patients parce qu'ils considèrent que quand ils sont dans des hôpitaux loin des centres de référence et de compétences, leur situation clinique est parfaitement incomprise, selon eux, par le personnel des urgences et que ça crée des situations qui leur sont totalement dommageables. Quatrièmement, impliquer les médecins traitants à travers donc information et formation. Et enfin, il était prévu également que nous travaillions sur le parcours des autres pathologies plus rares, en particulier celles pour lesquelles nous ne disposons pas de PLDS. Donc, nous allons surtout parler donc des derniers 6 mois des travaux des groupes 1 et 2 qui ont fusionné finalement et qui aujourd'hui donc se lycée. Quand nous avons commencé ce travail, on a beaucoup discuté avec l'équipe de Toulouse, avec le Dr Souboul, qui nous parlait donc de leur expérience en matière donc de la présence du patient experte au niveau du CHU de Toulouse. Donc on s'était dit qu'on devrait s'inspirer de ces travaux. Et puis aussi contact, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été pris avec la Société française de médecine d'urgence. Et puis dans les faits, donc, nous avons retenu comme action, c'est d'élaborer un outil numérique pour aider les patients drépanocytaires à décrire leur douleur en arrivant aux urgences. On s'est dit que pour pouvoir mettre en place cette solution, il fallait donc qu'on puisse financer la mise en place de cet outil. Et donc on avait pensé à l'époque à l'appel à projet qui sortait juste à ce moment-là sur la mise en place d'ateliers de co-design en e-santé pour les maladies rares. Malheureusement, à ce moment-là, donc, les délais étaient trop courts pour pouvoir soumettre un dossier. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'en fait, on était redondant avec tout ce que les patients de l'association de Drépacare avaient commencé à mettre en place. Donc, on serait, voilà, c'était pas compris. Donc, nous nous sommes dit, alors, par contre, par rapport aux travaux de Drépacare, on s'est dit qu'il fallait faire donc prévu d'organiser en 2025 des séances de formation à destination des professionnels de santé et des associations de patients, en particulier au niveau des Antilles-Guyane, pour faire connaître un peu plus l'application Drépacare et son utilisation. Dans nos travaux de recherche de financement spécifique, finalement, donc, c'est Adrienne Bernard qui nous a donné la solution. Merci Adrienne. C'est-à-dire demander un financement auprès de la Fondation de France. Elle en a l'expérience, elle a déjà eu l'occasion de le faire dans le cadre de l'appel à projet Humanisation des soins, accueillir et accompagner dans les lieux de soins. Et cette proposition a été validée donc il y a un an, en janvier 2024, avec un petit groupe de travail dont vous voyez donc la proposition ici.
Et donc, ce projet a été est porté par la PHP et la filière. Et donc, l'association EVAD a accepté de nous soutenir pour recevoir les fonds parce que c'est très, très compliqué de passer par les établissements hospitaliers pour ce type de demande. Donc, la somme demandée et qui a été accordée s'élevait à 5 790 euros. Alors, encore, en quoi consistait ce projet? Enfin, vous avez tous entendu peut-être les journées antérieures de la filière, la présentation qu'avait faite donc Namlus Kusekesona, qui est une patiente drépanocytaire greffée et qui a développé avec l'aide de professionnels de santé, dont Cécile Futo, François Brice, Jean-Benoît Harvey, un programme de formation avec les supports numériques et destiné donc à former, sensibiliser les professionnels de santé des urgences. Et cette application, en fait, cette formation avait déjà été testée et a fait bénéficier donc le CHIC également, donc le CHU de la Guadeloupe, il y a un an aussi, du congrès de l'association GED à Pointe-à-Pitre. Donc, ce travail, il s'agissait d'abord, donc, il y a eu toute une longue période de rédaction du projet et qui a été soumis donc le 5 avril, de la période 20 mars, pardon, avec une présélection le 5 avril. Entre-temps, donc, nous nous sommes entretenus avec le médecin qui était chargé de soutenir nos dossiers, donc ça c'est terminé. Et donc la réponse de la Fondation de France est arrivée fin juillet et donc fin septembre, de septembre à novembre. Donc, nous avons mis en place la mise en œuvre de ce projet. Donc, il s'agissait en fait de former un groupe de professionnels de santé du SAU de Crève-la-Bicêtre avec donc le fort soutien du docteur Christelle Chantala. Et donc, nous avons travaillé en amont pour retenir les personnes qui seraient formées et puis aussi à travailler sur les questionnaires d'évaluation, un questionnaire en pré-formation et un questionnaire en poste avec mise en place donc en ligne pour permettre aux personnes formées de pouvoir répondre facilement. Donc la formation a eu lieu le 12 novembre 2024 et y étaient inscrits donc 4 infirmières, 3 AS, un cadre de santé et un praticien hospitalier du service des urgences. Alors avant de revenir sur le contenu de la formation, ici elle a déjà été présentée ici, il s'agit d'une formation de 8 heures qui s'appelle Au cœur de la douleur, donc qui est animée par Luce, entourée donc de soignants et du sophrologue ou du hypnothérapeute en général. Donc il s'agit donc de faire comprendre la douleur ressentie par le patient par le biais d'une immersion sonore et visuelle. Il s'agit de faire prendre conscience aux soignants de leurs propres ressources et de l'importance à les utiliser en ces occasions, d'initier les soignants à des comportements adaptés, améliorer la communication entre soignants et patients. Et on espère à terme donc que ce travail aboutit à une source de motivation et de satisfaction dans la prise en charge des patients drépanocytaires, car elle devrait, si elle est bien faite, si elle atteint les objectifs, répondre à une attente réelle. Donc cette formation a eu lieu le 12 novembre. Et les premiers retours, donc parce que Luce elle fait aussi sa propre évaluation en poste, les retours sont très très positifs. Donc on va vous montrer quelques réactions. Et donc il faudra analyser en détail ces réponses. Et il est également prévu parce que nous avons aussi nos propres questionnaires, de bien regarder ce qui a été dit dans l'évaluation post-formation et d'en refaire une autre 6 mois plus tard. Donc, Luce, qui nous a fait remonter un certain nombre de retours des participants. Par exemple, donc, ils ont trouvé que la formation était trop courte. Ils souhaiteraient une formation d'approfondissement, voire de perfectionnement. Ils ont apprécié que la formatrice soit elle-même directement touchée par la drépanocytose. Et donc, elle parle donc de son vécu. Et ils ont apprécié également les supports utilisés.
Donc ça, il faudra qu'on vous donne plus de détails par la suite sur les questionnaires de la filière. En perspective, pour nous, il faut approfondir cette formation. Il faut donc identifier les personnes ressources issues de cette première formation, réaliser ces évaluations post-formation et aussi mesurer l'impact côté patient. Et bien sûr, cette formation au niveau de la filière n'aura d'intérêt que si nous pouvons l'étendre à d'autres professionnels, d'autres sites. Et c'est là, donc, il faudra qu'on réfléchisse à l'échelle de la filière comment toucher d'autres sites et aussi trouver les financements pour permettre donc la prolongation de ce travail, surtout s'il démontre une efficacité ressentie par les patients. Et donc, pour les autres perspectives pour 2025, c'est que nous puissions, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler un peu plus étroitement avec les PACAIR et aussi donc avec les associations qui concernent les autres pathologies du groupe. Alors, parallèlement, donc, un travail collaboratif a été mené par la filière en collaboration avec le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk. Et donc, la thématique de ce travail, c'est la prise en charge, vous voyez, c'est vraiment une véritable préoccupation, la prise en charge des patients drépanocytaires aux urgences. Et en fait, ce travail, s'est déroulé sur plusieurs mois. Il y a eu tout un travail d'enquête, de réunion, d'échange avec les patients, avec les associations de patients, avec les urgentistes, avec les spécialistes de la drépanocytose, en tout cas toute personne touchée, concernée par cette pathologie. Et il s'agissait en réalité d'identifier et de valider collectivement les principaux défis de la prise en charge des patients drépanocytaires aux urgences. Et à l'issue de ce travail, 5 thématiques ont été identifiées. La méconnaissance de la pathologie, la connaissance et l'utilisation des protocoles, la stigmatisation, la communication et l'évaluation de la douleur. Et donc, il s'agissait donc par la suite de prioriser parmi ces thématiques les défis et les pistes de solutions pour chacune de ces 5 thématiques. Et en fait, à terme, afin de préparer la réflexion sur la mise en place de plans d'action précis associés à ce qui a été retenu. Donc, ont participé, comme je l'ai dit tout à l'heure, la filière, qui a permis en particulier d'identifier les acteurs clés pour l'étude préliminaire et sa réalisation. L'étude préliminaire, c'est tout ce travail d'enquête directe auprès des personnes, faciliter l'organisation des ateliers, soutenir la création, la mise en place et le déploiement des solutions retenues. Au niveau donc de Novo Nordisk, ils ont réalisé donc l'étude préliminaire avec les outils dont ils disposent. Ils ont facilité l'organisation des ateliers. Et donc, il faut également donc soutenir la création, la mise en place et le déploiement des solutions retenues. Évidemment, ce travail ne peut se faire qu'avec les associations de patients drépanocytaires qui ont pu donc partager leur expérience à travers la participation de travail, consolider les solutions créées et diffusées, et ils vont participer bien sûr au déploiement des solutions mises en place. Et bien entendu, tout ça ne peut se faire qu'avec les professionnels de santé qui sont confrontés au quotidien à ces problématiques, donc à travers le partage d'expérience, là aussi, la revue et la consolidation des solutions et un soutien au déploiement. Donc, 10 points de blocage majeurs ont été identifiés. Vous les voyez ici, donc la méconnaissance de la pathologie, la relation à la maladie, l'utilisation des protocoles, la prise en charge post-hospitalisation, le nombre limité de traitements de fond, modificateurs, la prise en charge prolongée à domicile, la stigmatisation, la communication, l'arrivée aux urgences et l'évaluation de la douleur. Vous voyez que donc il y a un bon couleur qui indique donc les freins qui sont valables
pour les patients et les professionnels de santé, ceux qui sont plus spécifiques aux professionnels de santé ou ceux qui sont plus spécifiques aux patients. Et donc hier s'est tenu donc les premiers ateliers en direct, en présentiel, mais aussi en ligne. Et donc, pour cette première rencontre en atelier, donc 5 thématiques ont été retenues, que vous voyez ici. Donc, les connaissances de la pathologie qui a été associée à l'utilisation des protocoles, la stigmatisation associée à la communication et, troisième point, donc l'évaluation de la douleur. Donc hier, pour chacun donc de ces points, il s'agissait pour les groupes de travail de décrire donc les points de blocage, de mesurer le défi à adresser et les pistes de solution. Donc on a surtout travaillé sur les pistes de solution hier. Et bien sûr, donc dans une prochaine présentation, vous aurez droit donc au retour de ces différents ateliers. C'était très intéressant parce que c'était vraiment des échanges en direct avec entre personnes concernées par le quotidien de la grippe aviaire. Donc, il s'agira en gros donc de former, d'adapter les soins aux besoins, de faire entendre les messages, mais aussi rassurer. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que quand même s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, on s'est quand même inspiré de ce qui allait, parce qu'il y a quand même des choses qui existent avec les centres de référence, les centres de compétences, les associations de patients, et donc on part pas de zéro. Et donc ça, c'était le fonctionnement de l'atelier, la méthodologie de la priorisation en termes donc qui mesure l'impact et la faisabilité et donc une combinaison des deux. C'est ce que nous avons fait hier. Et donc les prochaines étapes vont consister après l'analyse de ces premiers résultats à la mise en œuvre des solutions, à l'attribution des responsabilités et à communiquer de manière continue sur le travail.